3, 2, 1. Et on est toujours là, et c'est le meilleur moment, celui que vous attendiez tous. Alors moi, je rigole chaque jour, je lis sur LinkedIn les commentaires grâce à Adrien, parce que moi, il n'y a personne qui réagit quand je dis qu'on va faire ce truc-là. Adrien, il fait un post, et ça y est, on nous compare au Burger Quiz. Je veux ton talent, Adrien, je veux ton talent. Donc, merci de revenir en deuxième saison. Eh ben, grand plaisir. Donc, c'est des saisons de 3 mois, c'est sympa. C'est ça, c'est une petite saison. Mais attends, déjà, on t'a même confirmé pour le 19 décembre. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, t'as été en deuxième épisode et on verra pour la deuxième saison, tu as raison. Charlie, Hubert, bon, vous êtes toujours carrément des habitués. On est des vieux, nous. Oh, vieux, je dirais pas ça. Surtout pas pour Charlie, toi. Bon, encore, passe. Mais... Donc, je le rappelle ici, on parle pas sérieusement de choses sérieuses ou le contraire. J'ai fait une petite liste que je vous ai envoyée dans le métro tout à l'heure par WhatsApp. Elle est sans doute pas complète. N'hésitez pas à en rajouter. L'idée, c'est un peu comme d'habitude, je le rappelle à nos auditeurs. On a petit 3 quarts d'heure, parce qu'on est en retard, mais bon, on va quand même essayer d'être jusqu'à 17h20. On a un petit 40 minutes là pour échanger sur l'actu fintech et paiement. Éventuellement tech en général, parce qu'on ne peut pas se priver de ChatGPT, c'est trop drôle. Avec votre regard plus ou moins acerbe, plus ou moins expert, et ben on y va, on va commencer. Moi, j'avais envie de commencer justement sur l'offensive américaine sur les cryptos, où régulièrement, mois après mois, on voit une nouvelle news. Alors des fois, ils perdent, avec Ripple, je crois qu'ils avaient un peu... le coup de glaive était passé à côté, mais alors là, je sais pas, je me suis réveillé et il y a marqué que 6Z, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Toi, je crois que tu l'adores, je crois que c'est un copain à toi. Je n'ai pas d'amis, toujours pas. Non, mais c'était un clin d'œil sarcastique parce que je crois que tu avais souffert. Sizi, donc, il step down. Alors step down, je crois que j'ai traduit, ça voulait dire qu'il est plus là. Bon, à mon avis, il va nous la faire à la Poutine. Non, il va mettre un premier ministre et il va être derrière, non? C'est quoi? Écoute, je sais pas encore si. Non, je pense pas qu'il va pouvoir revenir tranquille. Ça va pas être l'épisode Salmatman qui revient, quoi. Non, c'est même écrit dans le settlement. Il peut pas revenir sous peine de pénalité. Non, il revient pas, mais il peut très bien tirer les trucs derrière. Non, c'est écrit. C'est écrit dans le settlement. Donc il est à la retraite, le mec. Si tu veux, en tous les cas, il est plus opérationnel. D'accord. Il ne peut pas l'être parce que sinon il a des très fortes pénalités s'il influence. Alors, est-ce que l'un de vous deux peut nous expliquer, parce que alors moi j'ai juste lu la news 6Z s'en va, je sais déjà que c'est un peu le bazar. Pourquoi, comment, en 3 minutes, quoi, mais il s'est passé quoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi. Il s'est passé, pour faire l'histoire courte, il y a plusieurs. D'abord, il y a plusieurs agences aux États-Unis. C'est toujours un peu compliqué de trouver, de s'y retrouver. Donc là, tu as le département de justice. Ah, c'est pas la SEC, là, c'est le département. Tu as le département de justice, tu as la CFTC sur les commodities, tu as la SEC, mais justement qui n'est pas là, on va en reparler. Et tu as l'OFAC pour les sanctions américaines, et le FinCEN pour la lutte contre le blanchiment. Donc tu as 5 agences. Je croyais qu'on était les champions, nous, de l'administratif. Non, c'est pire. Ils nous battent? C'est pire. Donc, tu as 5 agences. Grosso modo, qu'est-ce qui a été reproché? C'était plusieurs choses. La première, c'est de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment, pour faire très court. La deuxième, alors ça arrive à tout le monde, même aux grandes banques. Hein. La deuxième, c'est d'avoir ensuite mis en place des systèmes pour faciliter les grands acteurs américains de venir de manière illicite sur la plateforme mondiale et non pas sur la plateforme américaine qui était restreinte puisque la plateforme américaine ne pouvait pas faire de produits dérivés, par exemple. Donc, mais ils avaient trouvé un moyen de les faire rentrer par A. Exactement. Et après backdoor sur B. Voilà, donc ça c'était vraiment, c'est pas bien. Et puis il y avait aussi des accusations au titre de la manipulation de cours et puis des choses comme ça, et puis avoir utilisé l'argent des clients à titre personnel. Donc le settlement qui est prévu, il est clair. Sur ces 2 derniers cas, il n'y a pas de reconnaissance de responsabilité. Par contre, il y a reconnaissance de responsabilité sur tout le reste. Et donc une reconnaissance de responsabilité, ça veut dire que tu vas devant le juge. Et tu vas avoir un procès. Le procès aura lieu à Vancouver. Oui, mais quand tu reconnais ta responsabilité, en général, les Américains sont plus gentils. Oui, bien sûr. Quand tu dis je suis coupable. Bon, bien sûr. Mais donc il y a un accord, ce qu'on appelle chez nous aussi un accord une transaction, hein,
qui fait que tu payes 4,3 milliards, payable en 2 fois. La question, c'est est-ce que c'est payable en BNB ou en Bitcoin? Pas de réponse, mais c'est quand même une bonne question. Donc 4,3 milliards, plus 50 millions à titre personnel pour saisie. Enfin, ça ne doit pas lui faire trop mal. Non, mais si on sort de ces éléments pour moi qui sont factuels et pas très... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir... Ça me fait penser un peu à l'offensive des banques américaines à la fin après la crise 2007-2008, où les mêmes autorités américaines ont voulu sortir les banques et sont arrivées à sortir les banques européennes du marché, un centre de marché américain libellé en dollars. Et donc, tu utilises les acteurs, les autorités américaines comme une force de pouvoir d'attraction du droit et de la... Tu parles des amendes BNP, par exemple? Oui, bien évidemment, et les autres. Et donc, quand tu regardes de près, c'est une autre illustration de la force du droit américain au service de l'économie américaine. Complètement téléguidé, selon toi? Je ne sais pas que c'est téléguidé, c'est plutôt que c'est dans le mode de fonctionnement américain. Oui, parce que par contre... America first. Non, mais les fautes reprochées sont réelles, a priori. Oui, elles sont reconnues, donc elles sont réelles. Elles sont reconnues. Mais de la même manière que chez BNP, il y avait aussi des fautes. Tu trouves que la sanction est trop lourde, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que les Américains utilisent souvent ce type de sanctions pour mettre au pas des institutions étrangères. C'est dans leur mode de fonctionnement. Parce qu'ils privilégient les leurs, tu penses qu'il y en a chez eux qui font la même chose? Non, oui, mais ils sont sanctionnés pour le coup, c'est pas le problème. Tu as le DG ou le PDG, je sais plus, de Coinbase qui cette nuit a fait son commentaire en disant nous on est propre parce que depuis le départ on a choisi la régulation, la réglementation, contrairement à d'autres, suivez mon regard, mais voilà, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire autrement, il était installé aux États-Unis. Non, comment te dire, moi je l'ai vécu quand j'étais chez BNP Paribas et après au Crédit Agricole, j'ai vécu les deux amendes, si je puis dire, et il y a une dimension politique, c'est ce que tu dis. Voilà, il n'y a pas l'ombre d'un doute pour moi, mais c'est pas... Qui n'enlève rien à la faute elle-même. Non. Ouais. C'est parce que c'est inhérent au système américain. D'accord. Je sais pas, tu veux peut-être commenter là-dessus? Non, moi je voulais juste ajouter que c'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques mois, tout ça. Ce qui se passe avec Binance, ça a même commencé, je crois, 2018, les premiers, tu vois, avec le département de justice américain. Oui, après la justice est longue. Donc voilà, ça a été très long. Puis tout le monde est venu, comme tu as dit, il y a tellement d'agences que chacun y a mis aussi son petit truc. Donc c'est pas, on va pas faire. J'en étais sûre, mais il y avait quand même pas mal de signaux. Alors si on sort du cas Binance, qui est énorme, Binance, c'est juste, surtout depuis qu'FTX n'est plus là, c'est juste gigantesque. Mais si on sort du cas Binance, quasiment toutes les semaines, on a des articles de presse dans le FT et sans doute chez toi sur le fait qu'il y a encore un acteur de la crypto américain qui est sous les feux des radars de la SEC. Justement, de la SEC. Et si tu regardes là, c'est ça qui est important. C'est pas la SEC. Non, tu n'as pas la SEC dans le settlement. Je t'ai cité 5 agences. Ouais. En fait, il manque une qui manque la SEC. Pour toi, c'est là le symbole que c'était plus politique. Enfin, non. Ça montre quoi? C'est que les acteurs américains dans le monde des cryptos sont vent debout contre la SEC et estiment tous qu'ils vont plutôt aller au procès. Donc, ils ne sont pas du tout d'accord pour faire un settlement avec la SEC. Ils disent on a raison, on est dans notre droit. La SEC se fourvoie dans son interprétation comme quoi tous les bitcoins, tous les cryptos, sauf les bitcoins, sont des securities. Et donc il dit, on ira jusqu'au procès. Et là, dans le settlement Binance, il n'y a pas la SEC. Et si tu regardes tous les autres qui sont sortis, à commencer par Kraken cette semaine, etc., c'est que la SEC. Ils nous font le coup d'Al Capone, quoi. Ils ne l'ont pas chopé sur les crimes, ils le chopent sur la compta, quoi. Écoutez, merci, j'ai réussi à comprendre de quoi vous me parliez. Ça me permet de tester ma machine. Alors, je voulais juste vérifier comment elle marchait. Je n'allais pas te mettre des rires. Alors, toujours sur l'actualité américaine, quand même. Moi, j'ai pas tout suivi parce qu'en fait, c'est carrément toutes les heures qu'il faut être branché sur le fil de news. Je ne parle pas du tout du conflit au Moyen-Orient. Je parle de ChatGPT. Alors, il est patron ou il n'est pas patron? Alors on parle, parce que ça peut changer tout à l'heure. J'ai pas vérifié avant de venir, mince. Mais avant de venir, parce que moi je suis en plateau depuis longtemps. Ouais, non, il revenait. Non, il revenait aujourd'hui, sérieux? Oui. Non. Je crois qu'il est ce matin, en tout cas ce matin, moi. Non, parce que hier, il allait chez Microsoft. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr, parce que nous, on a une correspondante en plus à San Francisco qui peut suivre ça plus facilement que nous. Attends, est-ce qu'on peut refaire le film? Vendredi, il est viré par un board exécutif, mais de gens externes. Là, 4 personnes, c'est hyper petit. Qui n'ont pas le contrôle du capital. Non. Donc il est viré par ces 4 personnes qui ne savent même pas ce que fait la boîte. Bon, on ne sait pas pourquoi. Juste, il a perdu la confiance, c'est ça? Oui, on sait. Alors après, on peut avoir peur qu'il ait fait des malversations, des trucs un peu à la... Comment il s'appelle déjà le patron de WeWork? Adam Newman. Voilà, donc un peu comme Adam Newman, on ne sait pas, il aurait peut-être fait des trucs. Bon, toutes les questions sont ouvertes.
Le lendemain, il y retourne, c'est ça? Samedi, j'ai vu des photos sur Twitter, il avait un badge, il rentrait dans les locaux. Il est revenu, effectivement, mais finalement, ils ont dit non, on te remplace par un autre PDG. Donc il est reparti. Voilà, il est reparti. On dit non, il y aura un autre qui était le cofondateur de Twitch, je ne sais plus son nom. Ça, c'était samedi. Samedi ou dimanche. Mais déjà, il y avait eu un aller-retour, j'avais l'impression, samedi, dimanche. Et puis lundi, je lis Microsoft offre une place à tout le monde. Vous venez, il y a la place, il y a les sièges. Voilà. J'ai eu l'impression que Salesforce faisait pareil. D'ailleurs, j'ai vu un autre tweet où Salesforce disait il y a de la place chez nous. Même, on a eu Jean-Noël Barrot qui a aussi fait un tweet en disant c'est vrai, j'ai vu passer ça. Rire, mais bon, il accueillait Sam Altman, les bras ouverts. T'arrêtes de rire dès qu'on dit le nom de notre ministre, s'il te plaît. Pas sympa. C'est lui, je ne suis pas responsable, Jean-Noël. La sortie du ministre pour dire ok, on veut plus de toi, on te récupère en France. C'est magnifique. Non, ça, c'est pour dire que je ne soutiens pas du tout. Non, mais sérieusement. Non, mais c'était un peu du même niveau si on avait dit chez Manager One, on te prend en tant que directeur des opérations. Je pense que pas énormément d'impact. Ah putain. Et donc il est revenu officiellement dans la nuit, chez nous en France. Et sauf que cette fois, il y a un nouveau conseil d'administration qui va être mis en place. Là, comment on change un conseil d'administration en une nuit? Il y a des règles, non, théoriquement? Enfin, je sais pas. Conseil d'administration, moi, c'est ça qui me. C'est nommé pour une durée. Comme c'était le conseil d'administration de la. Alors, je sais pas si c'était de la holding ou de la non-profit en fait. C'est que moi, j'ai pas tout encore démêlé tout ça, parce que c'est pour ça que t'as pas Microsoft dans le board en fait. C'est parce que t'as plusieurs entités et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qui gérait tout ça. Et les mecs se sont rendus compte que là, vous avez investi, c'est pas l'entité qui gère en fait. Donc ils ont mis tout le pognon à droite. Parce qu'à la base, c'était non-profit, mais après, ils ont créé une branche pour faire des sous. Quand ils ont vu que ça pouvait gagner. Voilà. Donc t'as ce Brett Taylor, qui était ancien de Salesforce, je sais plus si c'était numéro 2 ou 3, qui va présider le conseil d'administration pour l'instant. Et il devrait y avoir plusieurs membres, on dit 8-9 en ce moment. Et il y aurait sûrement Microsoft, mais on ne sait pas encore s'il serait juste observateur ou pas. Non, mais comment tu sors après d'un truc où l'actionnaire principal Microsoft a dit la veille, c'est pas grave, on vous dépose, tu viens chez nous, on prend tous les salariés si tu veux. Enfin, vu de l'extérieur, ça donne une image déplorable de la tech, moi je trouve. Enfin mieux que Newman quand même, mais bon. Non, Adrien, toi qui es souvent critique. C'est qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est pourquoi il est débarqué, surtout au démarrage. C'est surtout ça qui est intéressant d'approfondir. C'est-à-dire quoi, on ne sait toujours pas s'il n'y a pas eu quand même quelque chose d'éthique éventuellement. J'en sais rien. En fait, c'est qu'on sort de cet épisode avec pas plus d'informations. Ouais. Après, peut-être que Sam Altman est une intelligence artificielle. C'est ça qu'ils n'ont pas voulu nous dire. Moi, je l'ai vu en vrai. Écoute, en tout cas, il a l'air bien humain. Il a l'air bien humain. Oui. Non, mais franchement, c'est top, quoi. Enfin, ce genre de truc, toi, pour... T'as fait quoi? Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire des articles ou vous avez juste dit, non, attends, c'est le week-end, on verra mardi où il est? Si, on a quelqu'un. Je te dis, heureusement qu'on a des gens aux États-Unis qui suivaient plus ça que nous, heure par heure. Mais en tout cas, oui, ce week-end aussi, les gens qui étaient de permanence, ils sont pas du tout ennuyés. C'est vrai que là, tu pouvais faire un direct. Comme pour les actus un peu. C'est ça, oui, voilà, un petit live. Une news, il revient. Il est parti. Et les 1000 salariés sont partis avec leur carton et ils reviennent tous. Et du coup, ça a presque éclipsé l'histoire de Syzyt qui quitte Binance. Franchement, presque personne n'en parle. Alors après, il y a quand même un truc que est-ce que tu penses, je sais pas, quand vous discutez avec les gens qui sont pas juste dans la tech, mais qui peut-être voient ça aux news, comprennent qu'aux États-Unis, on peut virer en un jour, y compris partir avec son carton le lendemain matin. Parce que c'est quand même tellement pas culturel en Europe. Je veux dire, on se dit, putain, il est viré. C'est vachement mieux. T'arrêtes? Je ne le connais pas. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément appréhendable. Moi, quand je raconte ça autour de moi, on me dit, mais non, mais comment ils partent tous? Ils peuvent pas. On part pas du jour au lendemain dans une autre boîte. Si, on peut. Là-bas, tu prends le carton, tu vas à l'immeuble d'en face, ils sont tous à côté. Comment vous expliquez, vous rappelez des fois ça quand tu fais un article où tu te dis non, ils ont qu'à savoir Sinon on précise toujours que le droit social en France, en comparaison avec la France, est très différent de toute façon de celui des États-Unis. Tu l'écris pas comme lui. Lui, il écrit le droit social est meilleur aux États-Unis, tu fais pas pareil. C'est qu'il est plus, il est plus strict chez nous et on en a parlé quand il y a eu pas mal de vagues de licenciements là, ces 12 derniers mois. À chaque fois, on précisait pourquoi chez nous il y en avait pas trop et qu'aux États-Unis, tu avais des vagues et des deuxièmes vagues et là on est même sur des troisièmes vagues en ce moment. D'accord. Alors, pardon, tu voulais réagir peut-être encore là-dessus. Non. Et après, c'est à vous de m'amener vos sujets. On parle d'AI. Bon, moi, je parlais juste avant vous, tout à l'heure, de la fièvre un peu fintech, qui avait un peu baissé quand même. Là, les voiles sont un peu à terre. Voilà, bon. Il
y a quand même une folie AI. Est-ce qu'on ne fait pas les mêmes bêtises finalement que... Alors quand je dis on, j'avoue, je vise un peu les journalistes, j'avoue. Et les analystes, parce que quand ils te disent Adyen est valorisé 400 000, et puis après, non, ça vaut plus rien, ça vaut plus rien. C'est les mêmes qui te disent Worldline, objectif à 72, et qui aujourd'hui te disent objectif à 9,50. Est-ce que les analystes et les médias nous refont pas un peu les mêmes bêtises, pour le dire poliment, qu'avec la folie ICO, la folie NFT, la folie FinTech? Est-ce que le réveil pourrait pas être même encore plus douloureux? Parce que maintenant, on parle de seed à 105 millions. Enfin, tu vois, est-ce que ça s'arrête où, quoi? Alors, je pose la question à la journaliste. Bah oui. Après, nous, on parle de ce qui se passe. Hein, donc, est-ce que tu parles de ce que tu passes ou est-ce que tu dis créer la vague? Enfin, tu vois, des fois, il y a dans l'expérience, t'es un peu quand même dans le tube. Hein, t'es pas à côté du tube. Parce que tu vois pas tout ce qu'on voit passer. T'imagines même pas, nous, tout ce qu'on reçoit, tous les trucs qui font de l'IA. Franchement, on sélectionne des cas très, 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 très précis. Hein, nous, ce qu'on a parlé, tu parles des 105 millions levés en amorçage. Il faut quand même préciser que c'est de l'argent qui va pas pour payer que des ingénieurs. C'est de l'argent qui va dans la puissance de calcul. Donc c'est pour ça que tu es obligé aussi de lever beaucoup d'argent et qu'on voit des levées de fonds assez folles. Bon, ce qui n'enlève pas de fait qu'en amorçage, aujourd'hui en IA, tu peux lever 10 millions comme en l'an 2021, 2022. Il faut juste changer le mot-clé sur le deck, en fait. Ah ouais, mais t'en as plein qui rajoutent ça à la fin de leur PowerPoint, tu sais, la comme nouvelle époque, petite slide. Tu rajoutais ICO, blockchain, Web3. Tu veux rajouter, maintenant, il faut les enlever. Maintenant, il faut absolument refaire le deck. Et là, tu vois beaucoup de gens qui cherchent, tu vois, un Chief AI Officer, un responsable IA, enfin, voilà. Mais parce qu'aussi, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, les investisseurs leur disent, bon, cette année, tu regardes, qu'est-ce que tu fais dans l'IA aujourd'hui? C'est rentabilité. C'est pas que les journalistes, ils ont bon dos, mais en fait, c'est un phénomène collectif. La preuve, on en parle nous-mêmes. Oui. Dans un domaine qui est plus embêtant, si je puis dire, les régulateurs eux-mêmes s'y mettent. C'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, AMF, ACPR, pour parler que d'eux, mais c'est pareil hors de France, te disent notre question de l'année fin 2003-2024, ça va être l'intelligence artificielle. On monte des groupes de travail, on monte des trucs là-dessus, c'est quoi les conséquences en termes de risques, machin. Donc c'est un phénomène... Mais surtout que c'est pas... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. Alors c'est vrai que les nouvelles technos permettent encore d'accélérer, puisqu'on avait déjà eu quand même cette vague AI avec les mots-clés dans cette émission-là. On en a parlé, enfin cette émission en version publique, on en a parlé en 2014, je crois, 2013, il y avait déjà, ou 15, il y avait déjà eu une vague où il y avait eu tout d'un coup même, je me rappelle, d'une boîte anglaise qui avait rajouté AI à son nom, et le cours avait fait ça. Et c'était... Il y avait déjà eu, mais c'était pas avec l'IA générative, etc. C'était la version d'avant. Et on avait déjà eu un petit buzz. Enfin là, c'est pas un petit buzz, quoi. Là, c'est que c'est dans les mains du grand public. En fait, c'est la différence. Avant, on a eu toute l'époque, là, les chatbots. Ça devait être 2014-2015, hein, je crois, où tu as eu tout ça. Mais là, c'est vraiment que ça s'est ouvert à tout le monde et qu'on peut y toucher. Et, enfin, moi, c'est la différence. Et puis, tu as quand même des progrès spectaculaires, quand même, qui ont été faits en si peu de temps. Mais d'ailleurs, ton métier va disparaître. Oh, quelle joie. Mais non, mais il va une grande partie d'ailleurs. T'auras pu. Non, mais non, mais une grande partie avec de ton métier, quand même, c'est d'aller chercher les textes de loi. Non, mais c'est une partie du métier de l'avocat plaidant, si tu veux, ou de l'avocat tout court, mais ou du notaire ou de l'huissier, etc. En fait, c'est toujours. Enfin, dans la plupart des métiers de service, t'as une dimension un peu répétitive, j'ose pas dire administrative, et puis une dimension plus intellectuelle, intellectuelle peut-être trop fort, en tous les cas plus adaptée à chaque cas présent. Demande à un avocat pénaliste, c'est la même chose. Non, tu as confiance dans tel avocat pénaliste parce qu'il a telle réputation, parce qu'il te défend de telle manière ou telle manière. C'est la même chose pour un avocat conseil en levée de fonds. De toute façon, on est bien d'accord qu'un avocat défend son client, même s'il le sait coupable. Oui, bah forcément. Donc l'AI ne peut pas le faire. Non, mais ça dépend comment tu le... Est-ce que vous avez essayé de poser des prompts à l'AI un petit peu touchy? Non. D'abord, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'aimerais voir, mais par exemple, chez nous, on n'a pas accès à on n'a pas le droit, on n'a pas accès. Comment ça, chez vous? Moi, chez moi, la patronne... c'est bloqué, hein. Elle a autorisé. Ah ouais. J'ai un VPN, si tu veux. Non, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. Mais c'est assez amusant. Alors, c'est plus pour des raisons soi-disant de sécurité, mais c'est assez intéressant. Et je l'ai déjà entendu chez d'autres, pas uniquement chez d'autres cabinets ou autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bloquent l'accès. Moi, je trouve... Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas faire une heure là-dessus, mais je trouve ça me rappelle le débat entre fac américaines qu'on dit à leurs élèves, vous savez quoi, utilisez-le, faites moins de devoirs avec ça, et on va analyser ce qu'il aurait pu faire de mieux ou de différent, ou de machin, plutôt que les facs françaises qui disent interdit, bloqué, n'utilisez pas. De toute façon, ça va être là. Donc autant apprendre à vivre avec, à comprendre ce que ça dit et à voir où c'est bête, parce que ça reste bête dans plein d'endroits. Et pour l'instant.
Mais on a une belle incursion française là avec notre ami Xavier. Et alors vous en pensez quoi? Effet d'annonce, là il y a vraiment de la chance parce que les gens qui sont autour du berceau sont pas mal quand même. C'est une belle équipe. Une belle équipe. Pas trop politique, plutôt économique. Il faut voir vers quoi ça amène. Encore une fois, on a des belles initiatives qui sortent de tous les côtés. Maintenant, ça nous amène où? Tu parles du labo? De QT. Oui. Bah, j'étais à la conf de presse vendredi dernier. Si, c'est quand même une... sur le papier, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative. On ne va pas se plaindre quand même. Même si on aime bien râler, là, c'est quand même bien. Tu peux rappeler l'initiative pour tous ceux qui n'ont pas suivi le détail? C'est Xavier Niel, patron d'Iliade, Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, et Eric Schmitt, ancien patron de Google, qui ont créé un laboratoire d'intelligence artificielle non-profit, donc comme un peu OpenAI à ses débuts. Et donc, ils ont investi 300 millions, pratiquement 300 millions, donc quasi 100 millions chacun là-dedans. Et donc, il y a 6 chercheurs là, qui viennent tous soit de Google, soit de Meta et un de Valeo, qui va développer encore des modèles. 300 millions et 6 chercheurs, c'est le montant qu'il faut mettre pour... Et ils le mettent au départ. Non, c'est pas ça, c'est par tête de pipe, c'est pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, Ah non, mais ils ont dit, vous n'avez pas intérêt à les dépenser tout de suite. Donc, non, mais c'est ce que tu disais quand même tout à l'heure, c'est que la puissance de calcul coûte cher quand même. Aussi. Oui. C'est pas gratuit. Bon, alors c'est pas mal. Donc finalement, aller dans les high, on fait quand même des vrais trucs qui peuvent peut-être faire face. Par contre, j'ai l'impression que dans les soap opéra tech, on reste en film d'auteur, là. Non, parce que là, entre ce week-end avec ChatGPT ou Sam Neumann, quand même, quand tu regardes le truc WeWork, là aussi, tu t'amuses, quoi. Là, t'es dans du Scorsese. Et nous, on a Luco. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi non, mais en plus je l'aime bien, Raphaël, et je trouve qu'on tire un peu trop à boulet rouge sur un gars qui a essayé. Je connais pas ce qu'il y a derrière, j'espère qu'il a pas fait de bêtises, mais je veux dire, en tout cas, ça arrive de se planter. Mais par contre, c'est vrai qu'en histoire c'est plus petit, mais est-ce que tu peux quand même nous raconter ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un rebondissement. Bah, il y a eu que ça. Donc, tu vois, j'ai publié le dernier article ce matin. Alors, parce que moi j'en suis à celui de vendredi. Alors, non, t'as tout loupé. Là, j'ai tout loupé. Gros retournement de situation. Luco a voulu lever des fonds pendant la période 2022 où c'était très difficile. Il n'a pas réussi, donc il s'est dit je vais faire du M&A. Et donc en juin dernier, il y a eu même un petit peu avant. En juin dernier, il annonce qu'il est racheté par Admiral Group, donc un assureur britannique qui est connu en France sous la marque L'Olivier, par exemple. Et finalement, on apprend un petit peu après qu'il est placé en procédure de sauvegarde, puis en procédure de sauvegarde accélérée. C'est très, très compliqué pour eux. Et au fil du temps, je la fais très, très courte aussi, ils se rendent compte, Admiral, en faisant leur due diligence... Admiral avait quand même racheté 14 millions, je crois. 14 millions, ouais. C'est le chiffre, oui. Chiffre officiel. C'est pas un rachat, il y a un peu de dette. Il y a de la dette, etc. il y a beaucoup de dettes en fait, parce que ils avaient 45 millions de dettes, Luco. Donc ils en effaçaient un peu et un peu ils payaient, quoi. Dette qui venait d'acquisition hors de France, en partie. Une acquisition, Uncle, et un peu de dette. Une acquisition hors de France, parce qu'Uncle c'était en France, mais ils avaient aussi acquis. Koya en Allemagne. Ouais. Pour l'agrément. Et finalement, ils ont regardé donc due diligence, et puis il y a plein de petits trucs qui n'allaient pas. Je passe un peu de petits trucs, ils sont passés de 500 000 clients à 50 000. Redresse. Non, alors est-ce qu'ils avaient... Non, mais en fait, ils avaient toujours communiqué sur des chiffres, tu vois, c'est pas qu'ils sont partis, les clients. C'est ça. Attends, j'ai pas suivi. Ils étaient pas là? Ils étaient pas là. Ils ont fait le coup de l'américaine à fait JP Morgan, là? Tu regardes, j'ai 13 millions de clients. Et hop, j'en ai 5 000. Ils ont fait x10. Sérieux? Ouais. Comme toi. Nous, on communique sur le chiffre d'affaires, pas sur le nombre de clients. C'est ça la subtilité. Et au-delà de ça, ils avaient aussi de la dette. Un peu de dette TVA. Ils ont fait TVA. C'est bizarre. Effectivement. Plus de 800 000 dette TVA. Et voilà. Et donc finalement, Admiral a dit non, j'abandonne le process d'achat. Et entre-temps, il y a un autre assureur qui est arrivé pour se positionner, qui s'appelle Allianz. Et là, qui dit, je vais peut-être le reprendre un peu moins cher quand même. Que je crois parce qu'il a compris ça, donc il se dit, allez. Non, puis ils ont découvert d'autres choses. Vraiment, on est dans de la technique, et ils se sont dit, on va baisser le prix. Et finalement, le tribunal de commerce dit, non, attendez, on arrête le plan là, de sauvegarde, etc. Et un plan de sauvegarde, ça ne doit pas servir à racheter une entreprise. Et donc, ils ont arrêté ce plan de sauvegarde mi-novembre. Et entre-temps, Luco a été placé en redressement judiciaire.
Ça y est. Donc là, c'est que c'est la fin, quoi. Alliance risque de récupérer le tout pour pas grand-chose. Exactement. Enfin, en même temps, c'est quoi le tout dans ce que tu dis c'est les 50 000 clients. Les fonds de commerce. Les 50 000 parce que clients. personne veut des dettes, donc... Voilà. Non, ils vont prendre les 50 000 clients. C'est classique. Mais effectivement... Par contre, ça pose une question de fond. Alors moi, je me pose cette question depuis que je suis dans le numérique. C'est-à-dire que quand on me bassinait sur les millions de pages vues de chacun des grands acteurs français, par exemple, j'avais l'impression que tous les Français passaient leur vie que sur Internet. Puisqu'il y a, si tu regardes, tu prends les 10 plus gros, ils te disent tous qu'ils ont quasiment 1 milliard de pages vues par jour. Donc on fait tous que ça, en fait. Pareil, YouTube plus Dailymotion, ça veut dire qu'on regarde tous 1000 heures de vidéos par jour, ramené au nombre d'habitants, plus TikTok, je comprends pas. Si on ramène ça à notre sujet, quand tu vends théoriquement, il y a un audit, il y a une due deal. C'est ton métier, non? Tu fais des... Ouais. Il n'y a pas une clause quelque part qui dit si votre chiffre est faux, je vous paye pas? Pourquoi le mec il prend le risque de dire j'ai 500 000 pour finalement que ça va se voir à un moment? C'est gros quand même, 550. C'est pour ça que ça a capoté là. Oui, mais il a quand même pris le risque à un moment, tu vois. Il faut quand même te positionner à un moment ou à un autre sur une opération. En fait, c'est la différence entre les débuts, enfin ce que tu annonces bien souvent et arrive la due deal et qui est plus ou moins bien faite. Elle est parfois pas bien faite. Je ne sais pas au cas présent, donc mais on est quand même surpris parfois de voir des choses, nous, en cabinet. Mais en termes de droit, juste pardon, une question pour le petit investisseur que je suis et que sont certains autour de qui écoutent. Quand finalement, tu es dans du non-côté, private equity, j'investis chez monsieur, je mets des billes, et puis il m'envoie un reporting tous les trimestres, il me dit, putain, c'est du feu de Dieu, là. J'ai doublé ma base client. Il fait une faute ou juste c'est moi le pigeon, c'est tout? Ou il fait une faute? Alors ça se plaide sur le dol. Enfin, le dol, c'est l'escroquerie civile. Mais c'est pas flagrant, quoi. Non, c'est pas flagrant. Il a le droit d'être un petit peu enjoliveur. Ouais. D'accord. Le dol, c'est compliqué à plaider. Ça arrive. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de boîtes qui cachent leur compte, quoi, en fait. Ça, c'est une autre raison. T'as une super fintech, enfin super. T'avais une boîte kenyane ou d'Afrique, et le mec faisait ses reportings, les inventait. C'est-à-dire qu'il se levait le matin, il regardait son champ, en gros, et il disait aujourd'hui j'ai fait x2 par rapport au mois dernier en termes de volume de transactions. Et ça a été très loin, parce qu'il a failli faire un dernier tour sur une valo d'1 milliard. Jusqu'au moment où, quand même, ils se sont dit on va peut-être un peu creuser. Et là, c'était un scam absolu. Des noms. Tu retrouveras sur... Donc boîte, Kenya... c'est pas la peine d'aller si loin. C'était Nigérien, je crois que c'était Flutterwave. C'est certains investissements d'Om-Tom... Il s'appelait Prince quelque chose, le mec. Magnifique. Mais oui, enfin là, ok, tu sais quoi, je vais faire ma mauvaise langue. Ouais, ça se passe loin d'ici. Nous, on est en France, on a les autorités de régulation. On a l'AMF, on a des journalistes qui font vachement bien leur travail, qui vérifient les comptes. Qui vont en soirée chez les patrons de boîte, prendre du champagne exprès pour fouiller les comptes pendant que les gars sont en train de boire. Non, c'est pas ça? J'aimerais bien faire tout ça. Journaliste d'investigation. On essaye de les avoir, mais bon, c'est de plus en plus dur, franchement. Mais donc en fait, là, j'ai un mythe qui s'effondre. Tous les gens que j'invite me disent ce qu'ils veulent me dire. Donc toi, quand tu me dis que ça marche super bien, je peux pas te croire, quoi. Tu sais, moi, je peux te montrer mon compte bancaire. Ouais, je vois. Oui, lui, il publie ses comptes, donc tu peux le voir. C'est pas comme si les établissements de crédit ne publiaient pas leurs comptes. C'est ce que j'explique souvent à Charlie. Il n'y a pas 50 000 établissements de crédit de notre taille sur le marché. Oui, parce qu'il faut publier, mince. Il faut publier. Donc c'est dispo. Donc tu peux voir les résultats année après année de ce qu'on fait, les actifs qui montent ou qui descendent. Enfin, c'est facile, quoi. Donc là, on peut voir que la vie est belle avec l'augmentation des taux pour toi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, chiffre d'affaires de Luco, 4 millions en 2022. Voilà. Puisqu'on l'a su grâce à toutes ces procédures. C'est ça qui est beau, se dire que tu arrives quand même à valoriser des boîtes 1 milliard quand elles font... Ah oui, t'es pas valorisé à 1 milliard. Il était plutôt à 250 millions. Oui, il n'a jamais été valorisé à 1 milliard. 250 millions, ça veut rien dire. Voilà. Oui, bon, vous êtes taquin, c'est une époque. Vous taquinez une époque, en fait. Ok. Alors, sinon, on va changer un peu de sujet. Je trouve qu'aux Échos, vous êtes dur en ce moment avec des amis, quoi. Alors, c'est marrant parce que tu vois, quelqu'un que je ne citerai pas, qui travaille dans un lobby, qui représente les startups, nous disait justement, vous ne servez pas l'écosystème. Et là, j'en ai tombé de ma chaise. C'est pas ton métier. Bon. Je dis chacun son métier. Et puis, c'est marrant, quand tout va bien, on ne nous dit pas, dis donc, vous servez bien l'écosystème, tu vois. Donc, on dit juste ce qui se passe, quoi. C'est tout. Hein. Et pourquoi tu dis ça? On t'a reproché d'être factuel. Ouais. C'est fou, ça. C'est dingue, hein. Ouais. Non, je trouvais qu'il y avait eu beaucoup d'articles d'un coup. Bon, après, c'est juste que j'aime pas qu'on tire sur les ambulances, mais c'est vrai que Worldline, il s'en est pris, quoi. Deux vendredis.
Ah oui, ça c'est pas moi, parce que c'est Non, pas c'est pas trop gros. Mais par contre, ça reste Mais dans oui. le paiement. Vous avez j'ai pas trop envie de parler du fond du sujet parce que c'est pas votre sujet, je pense, l'acquisition de paiement et même savoir quelle panne il y a pu avoir. Enfin, je pense pas que ça soit ton taf. Parce que t'es le seul qui aime bien critiquer d'habitude. Ah mais moi, Wordline, je bosse avec eux, donc c'est dur de les critiquer. Voilà. Non, mais par contre, c'est pas tellement sur le fond de sujet. Puis parler d'un fond de sujet, mais il vient souvent d'ailleurs ici. Il est pas là. Donc il m'a dit qu'il allait venir la prochaine fois, peut-être le 19 décembre. Mais là, voilà. Non, par contre, plutôt sur le buzz qu'il y a autour. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, le retour de bâton, parce qu'il en est un peu l'illustration, lui aussi, il était monté très haut. À un moment, sa valo était montée dans les 100, je crois quasiment, a touché quasiment la barre des 100, pour tomber à 9,50 la semaine dernière, il y a 15 jours. Est-ce que tu penses qu'il paye aussi une stratégie des anciens, parce que c'est un ancien, hein, Worldline, on ne peut pas vraiment dire que c'est le perdreau de l'année. C'est une belle boîte, c'est une très belle boîte, mais c'est pas une boîte créée la semaine dernière. Il y a eu une stratégie pendant 3-4 ans, moi je l'ai bien vu en tant que média, je suis une forme de média avec les émissions que je fais. Quand je leur disais, j'avais une catégorie FinTech et une catégorie Tech et établissement financier, j'ai vu au fil des années, quand ils s'inscrivaient, j'avais plus que des FinTech. Donc avant, j'avais, je sais pas, moi, on va te citer, hein, Ingenico, Worldline, Mastercard, Visa, machin. Ils étaient tech ou établissement financier. La dernière édition, ils étaient tous fintech. Et donc, il y avait ce côté, bah oui, tu comprends, nous aussi on fait de la fintech. Parce que comme c'était beau la fintech, que c'était bien noté par les analystes, que c'était bien vu par vous les médias, qui avaient tendance à dire les anciens sont pas est cool. plus intéressant. Voilà, est-ce que quelque part, ces gros acteurs, parce que c'est pas le seul, hein, ne payent pas finalement cette stratégie de communication qui a été un moment de surfer sur une belle vague. Mince, quand la vague s'effondre, on est aussi dedans, quoi. D'un point de vue comme je parle, hein, je parle pas du point de vue du fond du sujet. Non, moi, je trouve pas plus que ça. Tu vois, enfin, la BPI France, je sais pas si vous savez, mais ils disent toujours que c'est une fintech, c'est la plus grande fintech de France. Ça leur a pas fait trop de mal, tu vois. C'est après, peut-être chacun... pour ça qu'ils se sont pris des gens qui viennent faire des perquises. Encore c'est un autre sujet, voilà. Est-ce que c'est là? Non, mais donc, ok. Donc là, pour le sujet, tu penses que d'accord, c'est juste plus sur le fond des sujets, c'est pas Moi, lié. c'est plus voilà la stratégie d'acquisition. Je pense qu'il a fait plein de couches. Je pense. Bon, alors toujours dans les sujets plutôt buzz, plus buzz, Apple, toujours plus beau quand c'est un Américain. Parce que ce qu'on se disait tout avant, je sais pas si vous avez regardé le panel d'avant, mais on parlait de ce sujet de Tap on Pay, c'est pas nouveau comme sujet, hein, ça fait 7-8 ans que ça existe, et dans les textes, et qu'on travaille dessus, et 3-4 ans qu'il y a des acteurs qui le font en France. Par contre, là, ça y est, c'est le méga buzz, Apple arrive. Que vous en pensez, vous êtes arrivé, ça y est, c'est le dernier maillon qui manquait à Apple, parce qu'ils font de l'épargne, ils font du crédit, ils font, alors pas dans tous les pays, mais ils font du paiement, et ils font du paiement mobile, et maintenant de l'acceptation. Tu as un acteur qui s'est positionné très rapidement, qui est Worldline. Ils ont adopté une stratégie qui était de revendre Ingenico après l'acquisition, parce qu'ils ont senti justement cette vague arriver du M-Post, du mobile qui va permettre de faire de l'acquisition. Et pour moi, effectivement, c'est assez brillant de se dire que demain, n'importe quel mobile va remplacer le terminal de paiement, qui est une lourdeur absolue pour les marchands, une lourdeur absolue en termes de rendu et de service. C'est nul. Un terminal de paiement, c'est nul, il faut le dire les choses. Moi, ce que j'aime, c'est payer, recevoir le reçu sur ma boîte mail, avoir l'information tout de suite, etc. Aujourd'hui, Apple arrive, ouvre les vannes à quelques acteurs qu'ils ont sélectionnés. Tu as une deuxième vague qui arrive, un peu plus tard avec les Stancer, etc. Là, on est sur des coûts qui sont quasiment identiques pour tous les acteurs. Donc que tu prennes un Worldline, un BPCE ou un autre, tu es grosso merdo à 1,7%. Ce qui est un racket absolu. Je peux te dire que ma femme, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, est urologue. Je peux te dire que quand elle va aller opérer un patient, elle n'a pas envie de donner 1,7% sur son opération. Quand aujourd'hui, les terminaux de paiement sont entre du 0,5 et 0,8 suivant le partenaire. T'es un peu gonflé parce que puisque tu vas sur ce terrain-là, ta femme, je pense qu'elle fait plus que 4% de marge. Largement. Voilà. Elle a pas envie alors de lâcher... que dans le paiement, quand tu fais 4% de marge, t'es content. Elle a pour autant oui, pas mais envie de lâcher paiement... 1% à Apple. Oui. Hein. Je peux te dire qu'Apple est un peu plus et gros pourtant, qu'elle. dans le paiement, tu fais pas toujours 4%. Donc moi on m'a posé la question et j'ai expliqué un truc. Tu vas avoir à peu près le même phénomène qu'on a eu avec le lancement du premier iPhone. C'est-à-dire, ok, c'était sympa, mais l'adoption n'était pas incroyable. Il faut dire les choses. Par contre, quand Apple va commencer à se dire, ok, on a peut-être tapé un peu fort avec du 1,7%, entre les 0,2, 0,3 d'interchange et les 1,7, il y a un monde. Quand ils vont commencer à tourner autour du pourcent, ou quand les acteurs vont commencer à se bagarrer pour dire, bah, on est moins cher que les poteaux, là, ça va être une révolution, parce qu'encore une fois, ce terminal de paiement n'a qu'une vocation, c'est de disparaître. Ça, c'est factuel. Alors, je te pose la question express, parce que comme tu as bien analysé le sujet,
est-ce qu'Apple est assez fort pour nous faire accepter de payer, pas baisser son prix? Non. Écoute, excuse-moi, mais je n'ai pas d'Apple. Je ne sais pas si je suis le seul autour de cette table, mais vous achetez des terminaux à 1600 €. Tu auras... Non, mais pardon, 1600 €. Le salaire moyen des Français dans un terminal. Et vous acceptez de le payer, vous trouvez ça normal? la même adoption que sur les Izettle, les SumUp, etc. C'est-à-dire des tout petits marchands qui aiment bien se faire racketter 1,5, 1,6% parce que c'est pas compliqué. Donc tu auras la même adoption. Les grands marchands, après, peut-être qu'ils ont été dealés des choses avec les grands marchands. Hein. Parce que ça, on ne le sait pas et la communication ne le dit pas. Mais c'est pas impossible que les grands marchands, genre LVMH & Co, c'est du 1% ou du 0,8%. Parce que pour rappel, c'est les grands marchands qui ont fait baisser l'interchange à une époque. C'est eux qui sont venus dire dites-moi les cocos, faites baisser l'interchange, nous on vous garantit qu'on n'augmentera pas les prix. Dans les faits, ça ne servait à rien. Donc c'est pas impossible qu'ils aient été... sac Vuitton coûte plus cher qu'avant. Donc c'est beaucoup plus cher. Donc c'est pas impossible qu'ils aient été dealés avec certains marchands. Mais pour le grand public, pour l'instant, ça sera pas une grande révolution parce qu'on a déjà des acteurs qui offrent des solutions alternatives, qui servent pour s'équiper rapidement, mais qui sont fondamentalement pas un bon produit en termes de coût. Je suis désolé, parce que le petit marchand qui a des petites marges, aller se faire racketter d'1%, c'est pas anecdotique. C'est une vision tranchée sur le sujet. Une remarque sur Apple, non? Ou pas votre sujet? Charlie, sur les fonds, parce que tout à l'heure on disait que c'est un peu l'hiver qui commence à être sacrément frais là, pour les fintech, et les fonds dans la tech en général, parce que je vois quand même régulièrement de publications, on a levé, on a closé un fonds, un machin, bon... C'est quand même frileux. Oui, on annonce un premier closing. On n'a pas closé un fonds. C'est-à-dire qu'on donne le total du fonds, mais on n'en est qu'à 10%, quoi, c'est ça? Non, ils disent on en est à 30 millions sur 100. Voilà, on ne sait pas si on fera les 100. En ce moment, c'est plutôt ça. Donc, non, c'est vraiment très, très, très difficile. Franchement, et encore, on ne parle même pas de ceux qui n'y arrivent juste pas du tout. Qui sont là à quelques millions. Enfin, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même aux États-Unis, il y a Quatu, qui est quand même un énorme hedge fund, qui a là annoncé un petit fonds, parce que pour eux, c'est petit, d'1 milliard et 1,7 milliard, je crois. Et en fait, c'est comme donc c'est un fonds. Et puis, en fait, il a dit à CLP, écoutez, je vous facture même pas de frais de gestion. Donc, c'est un fonds compagnon, ils appellent ça. Donc, ce que j'imagine que c'est tout ça est illégal. Juste pour prendre le pognon, quoi. Donc, t'imagines? Alors qu'en général, ils facturent tous à peu près 2%. C'est ça qui fait vivre les fonds. Donc, quand on est arrivé là, c'est que c'est très, très difficile. Après, il y en a quand même qui arrivent à lever, mais c'est quand même des cas très, très rares. Des gens qui sont là depuis 30 ans, donc qui ont un gros historique. Mais pour les plus jeunes, et même, je pense à ceux qui créent des tout nouveaux fonds, ça va être de plus en plus compliqué. Et en même temps, je ne sais plus si c'est toi qui as fait récemment une analyse des rendements des différents fonds de private equity. J'en ai vu passer quelques-unes là, dans des journaux. Quand tu regardes finalement, maintenant que tu as un environnement de taux où tu fais du 5, sur une longue période, tu as des fois pas mal de fonds qui font pas ça, même en private equity. Alors on te parle toujours de ceux qui font des super trucs x2, x3, mais c'est une licorne sur tous les autres qui se pètent. Donc, déjà, c'est pareil, les fonds, c'est comme les startups, ils sont pas du tout transparents. Donc il y en a très très peu qui communiquent sur leur performance. Donc, tu sais pas qui arrive à retourner son fonds, qui rend l'argent à ses investisseurs. Mais c'est pareil, je pense qu'il y en a, ça se compte sur les doigts de la main, encore une fois. Donc, ça ne... T'as un avis sur la question? Non, si tu avais des nouvelles de Tiger, j'étais preneur. Non, tu vois, c'était Quatu récemment, mais Tiger, c'est à peu près ça va être la même chanson, si tu veux. Mais, alors mon esprit malade Tiger fait penser à Tiger Beer Singapour. Je sais que tu reviens du Singapour FinTech Festival, qui est quand même la référence mondiale, avec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville entière qui respire finance et FinTech et services financiers dans son ensemble. Plutôt orienté Asie quand même, mais ceci dit avec des gens de partout, puisque tu y vas tout le temps. Tu représentes à toi tout seul l'Europe. Au moins la France. Au moins la France. Non, il y a d'autres gens qui y vont. On avait la Banque de France, on avait des délégations de différents organismes. Je crois qu'il y avait comment il s'appelle, Business France, qui était venu avec une délégation, etc. Donc très, très sympa. Et donne-nous un peu la température, parce que c'est intéressant de voir, c'est quand même d'autres contrées. C'est quoi un peu la température que tu as ressentie toi sur l'innovation et la fintech et la finance là-bas? Ne serait-ce qu'avec qui est sponsor, des fois déjà on sent des trucs, quoi. L'an dernier il y a beaucoup de crypto par exemple. L'an dernier c'était accès crypto, et là je vais rien vous apprendre, c'était intelligence artificielle. Voilà, donc on est passé de la moitié des stands autour de la crypto. L'an dernier, il n'y a plus rien
sur la crypto. Ils sont Franchement, tous, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle à toutes les sauces et on a même du mal à comprendre en quoi l'intelligence artificielle va venir intervenir dans certaines transactions. Mais ceux qui avaient les stands. Tu vois drastiquement certains stands se réduire. Il y a eu vraiment une grosse diff. Il y avait des stands énormes l'année dernière qui sont devenus des tout petits. Ils ont quand même gardé autant de centaines de mètres carrés. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Ils ont ouvert un hall supplémentaire cette année. C'était déjà énorme. Ouais. Il y a beaucoup plus de fintech. Des startups, des vraies boîtes, des petits stands. Quoi. Il y en a beaucoup plus. Où là, on a beaucoup plus de mal à comprendre ce qu'ils font. Le nombre de personnes posées sur leur chaise à attendre que la journée se passe. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir? Parce que c'est très grand, il y a beaucoup de gens qui vont à cet événement. Il y a énormément de gens. Après, c'est vrai qu'ils prennent toute la population. Il y a les étudiants. C'est un très bel événement. On retrouve tous les acteurs. Après, c'est ce que je me tue à dire aux gens de la délégation et aux gens qui visitent. Ne vous attendez pas à venir dealer en 3 jours des contrats à plusieurs centaines de millions d'euros. Ça ne marche pas comme ça. C'est un Vivatech de la finance, quoi. Oui, c'est très large. Exactement. Si tu veux mettre en place des deals, il faut entretenir le réseau, il faut entretenir les correspondances et ça doit se faire de façon quotidienne, quoi. Tu t'amuses pas à aller à Singapour, de dire ok c'est sympa, je vais rencontrer 3-4 mecs de l'innovation dans les banques à Pâques et dealer un super truc. Non, ça marche pas comme ça. Mais pour revenir à l'atmosphère, donc très intéressant parce que effectivement l'an dernier j'y étais avec toi. L'an dernier, des tonnes de stands de crypto qui faisaient tourner des tombolas et t'offraient des trucs. Bon là ils sont partis avec la tombola. Cette année c'est les high. Ouais. Bon, tu vois où ça va. On sait pas si ça sera le prochain. Autre chose. Il n'y a pas que la finance chez nous qui est un peu en mode hiver. Rien que quand on se bat dans la rue, c'est pas la banane, quoi. Non. Là-bas, c'est quoi l'ambiance en Asie en ce moment quand tu étais à Singapour, là, tu vois, les gens dans les sorties le soir, parce qu'il y a toute la vie off du festival. Tu avais l'impression quand même il y avait un peu la pêche en Asie? Ouais, non. Et Singapour, après, c'est un écosystème à part. C'est un des pays les plus riches avec la proportion de millionnaires au mètre carré. Oui, mais pendant l'événement, il y a beaucoup d'étrangers de la zone Asie-Pacifique. Ouais. C'est pas que Singapour dans l'événement. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Un peu moins d'étrangers. Un peu moins objectivement, il y avait un peu moins d'étrangers. Par contre, tu as une très grosse concentration là, de gens Middle East qui débarquent. D'accord. Tu vois, là, il y avait un super stand Arabie Saoudite. Tu vois ces nouveaux acteurs qui arrivent et qui t'expliquent que le régulateur vient d'ouvrir les vannes. Le sandbox, quand l'espace d'un an en Arabie Saoudite, tu as 230 fintechs qui ont vu le jour et que par contre, pour avoir une licence en tant que banque en ligne, il faut 750 millions de dollars. Donc tu peux lever ce montant-là si tu as un truc qui tient un peu la route. Donc, tu as l'impression que ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis commence à débouler un peu au Middle East. L'Asie, la zone APAC, eux, suivent ces vagues finalement. C'est la continuité de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Donc là, en plein dans l'IA. Rien de fou. Pas de bouleversement. J'ai pas vu de révolution. J'ai pas vu de trucs. T'es pas revenu avec les yeux qui brillent, quoi. Non. T'étais pas. Clairement, j'ai pas découvert de choses. Et encore. Singapour est un petit écosystème. Tu vois, mais le salon est énorme, mais il n'y a pas que des boîtes de Singapour. Exactement. Mais voilà, tu vas rencontrer des boîtes du monde entier, beaucoup de pays qui veulent attirer des talents, beaucoup d'acteurs qui cherchent des clients, forcément, c'est le lieu pour, mais pas de révolution. Et par rapport à la délégation française, est-ce que la France serait toujours attirante sur le sujet tech et financier? Parce que quand même, on a un beau marché, l'air de rien. On est parmi ceux qui sont assez appétents à ces sujets. Écoute, nous, on a fait partie d'une délégation de 7 fintech. T'as des acteurs du monde de la fintech, du quantique, etc. Pas mal de rendez-vous, pas mal de belles boîtes, pas mal de touches, mais encore une fois, ça va pas se faire du jour au lendemain. On n'est pas plus attirant qu'un autre pays, faut rester modeste. Et par contre, on a un peu plus la dalle, je pense, parce que les temps sont durs. Donc tu sens que parmi la délégation, ça charbonnait, et ça c'est plaisant à voir. Merci. La minute de l'avocat. Je sais pas, moi, fais pas ta tête comme ça. Je te l'ai dit que je te le poserais cette question. Il fait comme si. J'ai révisé du coup. Il fait comme si je lui avais pas demandé juste avant. Alors, c'est vrai que je lui ai dit 15 minutes avant l'émission, mais quand même. Donc c'est pas la minute de Monsieur Cyclopède, pour ceux qui ont l'âge de se rappeler qui c'était. Est-ce qu'il y a des actus importantes à scruter parce que ça va nous tomber dessus, que ce soit en B2B, en B2C. Moi, j'en ai vu qu'une là dans le monde crypto. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse encore plus gaffe à ma déclaration. Oui. Mais j'ai pas tout compris. En fait, j'ai pas lu l'article. Non, mais bon, il y a eu un certain
certain nombre d'amendements qui ont été déposés par la DAN ou autres pour essayer d'alléger la fiscalité. Bon, ça n'a pas été retenu. Donc on reste à fiscalité identique, si je puis dire. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire dans quelle mesure on ne peut pas aller taxer un petit peu le lending, le staking, enfin toutes ces activités-là. On rappelle, pour les non-érudits, lending et staking, s'il te plaît. Donc, du prêt de crypto contre crypto ou collatéralisé. Qui se fait pas mal quand même. Qui se fait beaucoup sur le monde de la finance décentralisée. D'accord. Et le staking, c'est du rendement finalement. C'est un produit de rendement. Tu déposes de l'argent. Enfin, ça a été présenté. C'est surtout pas ça. Hein. C'est du livret A, mais c'est surtout pas du livret A. Enfin, tu déposes de l'argent quelque part et ça te rapporte des revenus. Mais c'est donc très risqué. C'est tout du livret A. Sauf que j'ai toujours pas compris. Oui, mais les comptes à terme, il y a un taux. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Ça sera une prochaine fois parce que tu m'as dit en une minute, je pourrais pas t'en parler. Ça marche. Mais toi, tu dis que tu as confiance dans le staking. Je peux continuer à mettre des euros. Ça dépend de tes acteurs. Toujours pareil. Tu peux pas. Moi, j'aime pas les trucs blanc-noir en disant le produit. Ça me fait penser, là, encore une fois, c'est à la période de la titrisation en disant à l'époque la titrisation c'est horrible. Non. Tu vois. Non, il y a un truc qui me perturbe dans le staking. Parce que moi je suis un novice et comme j'y comprends toujours rien, j'ai toujours pas acheté de bitcoin. Non, c'est pas vrai, j'en ai acheté pour rigoler, pour voir ce que c'était. Mais donc moi j'ai mis 500 balles pour voir comment ça marchait. Et alors, ça fait des années que je suis maintenant. Et alors, par exemple, un truc que je comprends pas. Arrête de regarder mes comptes, toi. Un truc que je comprends pas, c'est que quand les taux étaient négatifs, ça te rapportait le plus. staking m'a rapporté entre 5 et 8. Bon, je te parle pas de ceux qu'on fait 20, puisque Terra, après, ils se sont effondrés en un mois, mais de Ethereum, machin, tu faisais du staking sur 5 à 8 et avec 24 heures, on te le rendait. Maintenant, ils ont des périodes grey, comme ils appellent, où pendant 10 jours, tu récupères pas tes sous, et où le taux est à 1,75. Alors que les taux, si je les laisse à ma banque, sans risque, avec marqué derrière tampon AMF, ils sont à 4. Mais c'est plutôt ça. Ça veut dire que justement, il y avait la grande idée de considérer qu'il y avait une déconnexion complète entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, qu'on pouvait offrir des rendements sur la finance décentralisée, donc sur le staking, totalement déconnectés de la finance réelle. Ce qui est faux, c'est pas possible. Tu as toujours une prime de risque quelque part, même plus importante. Alors c'est parce que tu avais une prime de risque plus importante, tu avais des rendements plus importants. À partir du moment où le marché intègre aussi justement ces questions de taux, de hausses d'intérêt, etc., forcément, ça a un impact sur le marché du staking, puisque tu vas faire plus attention à tes contreparties, tu vas faire plus attention à tes opérations. Et donc, aujourd'hui, on a cette situation aussi paradoxale. Effectivement, il vaut mieux être son argent sur le livret A qu'en staking. Donc, tu peux hop là, dire je vends et remettre ça, ton livret A à la caisse d'épargne. Non, parce que moi, je l'ai mis là-dessus juste pour voir comment ça marche. Mais ok, donc ça dépend de tes interlocuteurs, et bref, il y a de l'argent à faire. Et donc, en tout cas, il va y avoir de la taxation plus, voilà, c'est-à-dire comme on le fait dans les fonds euros, c'est en fin d'année, on regarde ce que tu as, plutôt que d'attendre le jour où tu sors, un jour peut-être, et où ça disparaît. Voilà. Donc maintenant, les acteurs doivent... Non, c'est pas encore fait, c'est l'idée qui chemine dans le projet de loi. D'accord. La taxation en France, c'est bizarre. Pourquoi ? C'est toujours plus. C'est tellement rare. C'est toujours plus. Un autre point d'actu sur le sujet ? Non. On est calme aujourd'hui. Ouais, et toi, Charlie, un petit scoop ou tu les réserves toujours comme pour ton journal ? Elle va lui dire que c'est demain matin, lisez demain matin. Elle nous fait le coup à chaque fois. De toute façon, elle ne sait même pas ce qu'elle va annoncer le même demain sur Luco et ChatGPT. Elle va être obligée d'aller se renseigner en sortant. Elle va faire un article sur Luco via ChatGPT. Non, on ne sait toujours pas tout, parce que sur Luco, il y a encore... Et comment on en est arrivé là ? Oui, de toute façon, ça devrait se terminer à la fin de l'année, normalement. Donc, voilà. Mais non, sinon, pour demain, c'est bouclé. Voilà, c'est bouclé. Et il y a déjà un truc sympa en prévision, non ? Non, là, c'était... Non, c'est calme. C'est un peu plus calme, là. Ouais. Mais on aura pas mal d'autres choses, là, la semaine prochaine. Ah, là, il y a du teasing, là. Oui. Puis après, on est sur des trucs un peu plus long cours qui vous intéresseront, vous verrez. On se voit le 19 les plus grosses décembre. boîtes. Voilà. Alors, on a fini. Merci pour ce dernier tour de table. Mais alors, le 19 décembre, on va tenter un exercice qu'on n'a pas encore essayé. C'est de faire ça, alors sans les casques sans doute, mais sur une vraie scène, avec du public. Et donc pas en face. Bah non, parce qu'il y a la scène qui va être là, on attend quand même 200 personnes, comme ça fait un peu bizarre, on va voir. Je ne veux pas encore décider. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de lui. Parce que sa caisse de résonance avec des gens qui nous parlent de Burger Quiz, il faut qu'il amène ses copains, quoi. Je vais ramoter du monde, t'inquiète pas. Qu'on rigole un peu, quoi. Non, mais donc, on va voir. En fait, il faut qu'on monte, parce que on revient là où on le faisait avant. Pendant 10 ans, je l'ai fait là-bas en habitué, mais on ne faisait pas ça, cette séquence un peu différente. Donc, il faut qu'on réfléchisse. N'hésitez pas si vous avez des idées. Parce que je ne peux pas non plus transférer le studio. J'ai pas les cams, j'ai pas les trucs. C'est pas la même chose. D'ailleurs, il y en a qui ont posé la question.
c'est un événement présentiel, ça ne sera pas filmé. Donc ce qui se passe là-bas reste là-bas. Donc là, vous avez la bande, vous ne pouvez pas nous voir. Là-bas, vous pouvez nous voir, mais vous n'aurez pas la bande. Donc chacun aime son format. Moi, je déteste l'hybride. Il faut faire des choix dans la vie. Choisir, c'est renoncer. Donc rendez-vous le 19 décembre à 8h30 dans les locaux de la FNTP rue de Berry, au 3 rue de Berry. C'est tôt, hein. Non, mais vous, votre séquence ne sera pas à 8h30. Ah bon. Mais ça serait dommage de rater ça. Parce qu'il y a tous ceux qui parlent avant vous qui vont vous faire marrer, je pense. C'est un peu comme Gaspard Proust, tu vois, quand il cause, il a écouté le précédent. Donc voilà, c'est pas du tout toi que je comparais à Gaspard Proust. Je sais pas si c'est sur les opinions politiques ou sur l'humour, je cherche encore. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Et puis au 19. Et au 19. Et ben, je vous dis à très vite, chers membres de l'Axel et les autres. On se retrouve très bientôt. Au revoir. 3, 2, 1.